Et je te passe la main. Bonjour tout le monde. Merci d'être venu déjà. Alors, j'ai deux questions. Est-ce qu'on m'entend? Parce que j'ai une voix qui porte pas. Et est-ce que c'est lisible quand je mets des blagues devant l'écran? C'est OK ou pas? OK, super. Alors, je ne sais pas si certains ou certaines ici sont fans de séries télé. Moi, je le suis. Et j'avais envie de vous parler d'une série qui est, alors, pour le coup, pas très connue dans le monde bac, pas très bien notée non plus sur IMDb, mais que je trouve passionnante, qui est CSS. Je ne sais pas si certains ont déjà entendu parler. C'est une série assez compliquée à suivre, hein, j'avoue. Alors, bonjour, je m'appelle Raphaël. J'ai deux images qui ont été faites par des IA. J'avoue que celle-ci en fait partie. Sinon, je ne suis pas très fan de faire des images sur IA, je veux dire. Personnellement, je fais du CSS et du web depuis longtemps. Je crois que mon premier site web date de 98, donc longtemps. 1998. Ouais. Pour le coup, j'ai connu des navigateurs qui n'existent plus, Netscape, Internet Explorer, ce genre de choses. Et j'aime CSS, je fais du CSS depuis tout le temps, j'en fais encore. J'ai créé Alza Création, donc il y a un peu plus de 20 ans, qui existe toujours, et qui est devenu aussi une agence web et un organisme de formation. On donne des très très bonnes formations front, a priori. Et voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc CSS, les saisons précédentes de CSS étaient un petit peu compliquées, un petit peu chaotiques. Je vous les fais très très rapidement. CSS est né en 96, figurez-vous. Donc CSS 1 est né en 96. Il n'y avait pas beaucoup de navigateurs à l'époque, mais il y en avait. Le premier navigateur d'ailleurs à avoir reconnu CSS, c'est Internet Explorer. Oui, oui. CSS2 est arrivé en 98 et là ça a commencé à être le bordel puisqu'il y a déjà eu pendant la période CSS2 des propriétés CSS3, en l'occurrence des border radius, des trucs comme ça. CSS 2.1 est arrivé en 2011, a été finalisé en 2011 parce que finalement ils se sont rendus compte que c'était un peu compliqué, que tout n'était pas très bien testé sur CSS2, bref, il fallait faire des corrections. Pendant ce temps, il y avait CSS3 qui est arrivé, évidemment. Et aujourd'hui, on parle de CSS tout court. Il n'y a plus de CSS de numéros, ce genre de choses. Toutes les specs de l'époque CSS3 sont devenues CSS tout court parce qu'on s'en fout finalement quel numéro c'est. Et c'est pas plus mal comme ça. Bref, ça c'était les épisodes précédents. Pour le coup, j'ai passé plus de temps à faire les slides qu'à m'occuper du contenu, hein, évidemment. Alors, dans les saisons précédentes, il y a des technos, des fonctionnalités CSS dont on ne va pas parler, mais qui sont évidemment maintenant démocratisées totalement. On va pas parler donc des variables CSS, les custom properties. On ne va pas parler de nesting, donc de pouvoir imbriquer des sélecteurs dans des autres sélecteurs. Ceux qui ont fait du SAS ou du LESS, ou qui en font encore, c'est évidemment des choses qui vous parlent, qu'on a attendu pendant longtemps. Tout ça, on peut le faire nativement en CSS maintenant depuis un bout de temps. On ne parlera pas de Flexbox, tout le monde connaît Flexbox. On peut enfin centrer verticalement en CSS. On ne parlera pas de Grid Layout, qui est une autre révolution, qui est vachement mieux que le Flexbox, mais c'est un autre sujet. As, c'est un peu moins connu et pourtant c'est une révolution. On appelle ça le sélecteur de parents. On peut enfin remonter dans le DOM en CSS, même si on peut en faire beaucoup plus de choses que ça. Les cascade layers donc, qui permettent d'isoler les styles d'une feuille de style par rapport à une autre, etc. Comme quand on parle de style scopé, par exemple, dans certains frameworks, c'est exactement ce que fait ça, les layers. Des container queries qui permettent de cibler pas toute la fenêtre comme des media queries, mais un parent, un ancêtre. Donc c'est beaucoup plus fin, c'est beaucoup plus puissant. Et tout ça, on ne va pas en parler parce que ça existe depuis un bout de temps et c'est déjà dans les épisodes précédents de CSS. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est ce qui fonctionne. Alors, pas sur tous les navigateurs, évidemment, mais ce qui fonctionne sur au moins certains navigateurs. Et le au moins certains
Spoiler, ce sera dans 99% des cas Chromium, depuis cette année. J'ai découpé ça en chapitres pour faire un peu plus storytelling. Donc, le premier chapitre, c'est ce qui permet de faire réfléchir CSS. On va parler de fonctions, on va parler de mixin, on va parler de conditions en CSS, de boucles, enfin bref, ce qui fait de CSS un langage à part entière, façon de parler. Et premier épisode donc de ce chapitre, on va parler de @property. @property, c'est une sorte de TypeScript de CSS. C'est le truc le plus proche que j'ai pu trouver. Ça va permettre de typer les variables CSS, de leur dire si c'est un nombre, si c'est un pourcentage, si c'est une couleur, etc., etc. Et grâce à ça, on va pouvoir s'en servir évidemment et déclencher des animations, par exemple, d'un nombre vers un autre ou d'une valeur vers une autre qui n'est pas possible sans déclarer le type de la valeur. Exemple, @property, ça fonctionne comme ça. Je définis ma variable, ma custom property, ici, --progress. Je lui dis quel est le type de ma propriété, est-ce qu'elle hérite ou pas de son parent, et sa valeur initiale. En l'occurrence, ici, progress, c'est un pourcentage qui commence à 0%. Et ensuite, de la manière la plus simple du monde, je vais appliquer et utiliser cette variable dans un linear gradient, donc dans une propriété de background qui va animer cette progression de 0 à 100%. Spoiler, ça donne ça. Alors je ne suis pas très fort pour faire des captures d'écran, donc des fois ça paraît coupé, ça paraît clairement coupé, mais en vrai c'est pas coupé. Et on peut faire des barres de progression avec ça. C'est tout con, mais on ne pouvait pas le faire avant parce que Linear Gradient n'était pas capable de savoir si votre variable était un pourcentage, alors que c'est nécessaire. Parce que par défaut, c'est un string. Bon, c'est pas foufou, hein, on commence doucement un premier épisode. Le support, je ne sais pas si tout le monde le voit, il est tout en bas de l'écran, pour le coup. En l'occurrence, c'est supporté par tous les navigateurs aujourd'hui modernes, récents. Donc c'est tout à fait utilisable en production. Toujours dans le même chapitre, deuxième épisode, on va parler de atre, l'attribut atre, ou plutôt la fonction atre qui permet de récupérer un attribut qui existe depuis très 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 longtemps. La différence, c'est qu'elle a été étendue, elle aussi, pour pouvoir non seulement récupérer la valeur et afficher la valeur, mais aussi se servir maintenant de la valeur. En l'occurrence, ici, j'ai un attribut dataColor, dont la valeur que j'ai choisie est hotpink. Et bien, atre va me permettre de stocker cette valeur, de dire dans ma propriété, dans ma custom propriété, que c'est un type de color. Je peux lui ajouter un fallback qui est red si j'ai envie, et je vais pouvoir me servir de cette couleur dynamiquement, toujours dans ma background linear gradient, donc dans ma progress bar. Et je vais pouvoir, à la volée, juste en touchant au HTML, modifier la couleur de ma barre. Évidemment, c'est un petit exemple, mais on peut faire énormément de choses avec ça. Là, on entre déjà dans le dur. Hein. C'est compatible sur tout ce qui ressemble à du Chrome, actuellement. Ça change très vite en ce moment. On n'est plus à l'époque d'Internet Explorer, hein, les gars. Troisième épisode, on va parler de sibling index et sibling count. Alors je prononce à ma façon, je fais ce que je veux. Sibling index, sibling count, ça me va très bien. Ce sont des valeurs fonctions qui, comme leur nom peut l'indiquer, vont indiquer la position, donc l'index de l'élément parmi ses frères, et le nombre total d'éléments dans un parent. Concrètement, si j'ai une liste UL avec 3 LI dedans, sibling count sur mon UL va me dire 3.
Et chacun des ULI va avoir un sibling index respectivement de 1, 2, 3. Les gens qui font du CSS, ce n'est pas des vrais développeurs, donc on commence à 1. OK. C'est reconnu partout, à part sur Firefox actuellement. Qu'est-ce qu'on peut faire de beau? Principalement, on va se servir de ça pour provoquer des décalages, des delays dans des animations, par exemple. On peut dire, le deuxième, il a un delay de machin fois son sibling index. Voilà. Petite photo souvenir. Ça va également nous permettre de faire des interfaces, des sortes des palettes. Par exemple, j'ai demandé vite fait à faire une démo à mon ami, que je ne citerai pas. Et là, en l'occurrence, je vous le fais vite fait. Si je retrouve... Est-ce que je prends un risque? Ouais, je prends un gros risque, parce que je sais que ça ne va pas du tout partir au bon endroit. Tout va bien. Je ne vous le fais pas vite fait, mais vous me croirez sur parole. L'idée, c'est ici de construire une palette automatiquement. Les deux ranges qui sont ici vont me servir à choisir le nombre de couleurs et à choisir quelle est la teinte primaire. Est-ce que ce ne serait pas une démo? Non, ce n'est pas du tout une vidéo. Donc il faut vraiment me croire sur parole. Ça fonctionne. Le seul endroit où j'ai du JavaScript, c'est pour récupérer les valeurs de couleurs et de teintes primaires. La palette est gérée automatiquement, puisque d'après le nombre de couleurs, il va savoir combien je vais avoir de teintes. Et chaque teinte elle-même va avoir sa luminosité calculée en fonction du nombre total et de son sibling index elle-même. En gros, tout est automatique via CSS. Incroyable, non? C'est là que j'ai perdu la main. Je n'ai pas perdu la main. OK. Et enfin, c'est certainement le point culminant, c'est le meilleur épisode de toute la série, pour l'instant. C'est add_function. Add_function et add_mixin, qui sont une nouvelle spec qui, comme son nom l'indique, va permettre de faire des fonctions et des mixins, comme on en trouve dans SAS ou dans des autres vrais langages. Un add_function, ça ressemble à ça. On donne un nom à une fonction. Donc, CSS, c'est du tiret-tiret. C'est la règle en général. C'est pas le truc le plus sexy du monde, mais les noms en CSS, c'est tiret-tiret. Donc, notre nom de fonction s'appelle tiret-tiret-nom. Je peux lui donner 0 ou autant d'arguments que je veux. Ici, en l'occurrence, j'en ai prévu 1. Et une fonction va renvoyer un result. Ici, mon result, il va être très, très compliqué. Je vais faire le calcul de mon argument fois 1000. Et ensuite, je balance cette fonction là où je veux, en l'occurrence ici sur une valeur de z-index. Z-index de valeur 3 qui va me renvoyer 3000. Ça sert strictement à rien. Mais c'est les valeurs de base pour z-index en général. C'est minimum ça. Ça n'a pas l'air comme ça, mais on peut faire des trucs vraiment, vraiment excellents et même des trucs qui servent à quelque chose. Vous pouvez vous faire plein de petits snippets, plein de petites fonctions que vous pouvez garder sur le côté, à récupérer plus tard, ce qu'on a commencé à faire chez nous. Une fonction opacity qui va récupérer votre couleur, la transformer en OKLCH, donc c'est une notation récente qui couvre le spectre au-delà de RGB, et je ne sais plus comment ça s'appelle le spectre, c'est P3, un truc comme ça. Il y a beaucoup, beaucoup plus de couleurs dans OKLCH. Ça récupère votre couleur et ça vous applique une opacité, tout simplement. Vous, derrière, vous utilisez la fonction comme ça, vous mettez -opacity, la couleur que vous voulez dans le mode de couleur que vous voulez, et le pourcentage d'opacité que vous voulez, ça vous renvoie la couleur opacifiée, désopacifiée. Un exemple, évidemment. Donc attention, ça va désopacifier. Et voilà. Incroyable, hein? Attention. Encore. Ouais. C'est actuellement compatible sur tout ce qui est Chromium.
Mais il y a beaucoup de signaux positifs et ça va arriver très très vite sur Safari en tout cas. Et j'espère aussi sur Firefox. D'autres fonctions, alors on voit que c'est croppé en haut, c'est parfait. Une fonction qui ne sert plus à grand chose, mais juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Une fonction qui transformerait des pixels en REM. Vous mettez votre équivalent pixel, par exemple 24, et ça vous le transforme en REM. 1,5 REM. Aujourd'hui, on n'a plus forcément besoin de ce genre de conversion parce qu'on a des outils différents pour faire ça, et puis on utilise des REM nativement, c'est quand même plus simple. Fonction, je vous laisse deviner si c'est moi qui ai fait la formule. Fonction pour faire des clamps, donc des tailles de police fluide accessibles, en l'occurrence. Vous, derrière, vous occupez pas forcément de ce que fait la fonction, mais vous allez l'appeler comme ça, avec, ici elle s'appelle fluid size, vous mettez votre taille minimum, votre taille maximum, donc elle aura du 2 rem au minimum, du 5 rem au maximum, et selon votre taille de fenêtre, votre police va s'adapter automatiquement. Je dis accessible parce qu'il va y avoir une partie fixe qui permet à la police d'être zoomée quand même quand on a... Donc ce n'est pas uniquement dépendant de la taille de fenêtre, on peut quand même agir si on a des besoins de taille de police spécifique. Et une autre petite fonction qui peut être relativement utile. On fait beaucoup de sites en dark mode actuellement chez nous. Et on a des fonctions pour passer de light à dark, mais uniquement pour les couleurs. Et on s'est posé la question, est-ce qu'on pourrait aussi avoir ce genre de switch, mais pas que pour les couleurs. Imaginons, c'est utopique, hein, mais que j'ai un élément qui soit en display block en light mode et qui soit pas présent, donc en display none, en dark mode. Actuellement, CSS ne propose pas de fonction pour faire ça. On pourrait le faire. On pourrait le faire avec une fonction. Ici, on donne le result qu'on souhaite selon qu'on soit en light mode ou en dark mode. En passant par la media query prefers color scheme. J'ai appris récemment qu'on disait scheme et pas scheme, donc je suis assez fier de moi. Voilà pour les fonctions. Tiens, c'est déjà l'heure de l'entracte. Alors j'ai quelques petites questions. Pas toujours facile. Donc, c'est sous forme de QCM, comme ça. Je me permettrai de ne pas forcément faire un vrai questionnaire, mais je répondrai pour vous. Hein, je ressens vos ondes. Très bien. La première était facile, j'avoue. Qui est Tim Berners-Lee? Est-ce que tout le monde connaît cette personne? Est-ce que c'est l'inventeur des GIFs animés? Alors, GIF ou GIF, hein, c'est vous qui voyez. L'inventeur du web, l'inventeur de CSS, l'inventeur des mèmes, ou le frère de Bruce. Je crois que c'est raciste, j'ai pas le droit de dire ça. C'est bien l'inventeur du web. Hein. C'est également le fondateur du W3C en l'occurrence. Est-ce que vous avez déjà vu ça quelque part? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est effectivement, comme on pourrait s'y attendre, un extrait de la documentation du framework Tailwind, que certains connaissent ici, j'ai l'impression. Combien de lignes de CSS faut-il pour centrer verticalement un élément? C'est pas facile, c'est pas facile. En vrai, il n'y avait pas de vraie bonne réponse. Et enfin, où est né le web? Est-ce que c'est en Alsace, en France, c'est pas pareil, aux États-Unis, en Suisse ou en Grande-Bretagne? C'est bien en Suisse, hein. J'ai entendu Suisse. Hein. Ouais. Ah, c'est pas fini. Ah si, c'est fini. Je sais pas si j'ai déjà parlé de Tim Berners-Lee. Très bien. Si c'est OK pour vous, on passe au chapitre suivant. Chapitre suivant, c'est tout ce qui est un petit peu positionnement, graphique,
etc. En commençant par Align Content. Align Content, vous avez certainement déjà entendu parler si vous avez fait du Flexbox ou si vous avez fait du grid layout, mais certainement pas en dehors de ces deux specs. Figurez-vous que c'est passé relativement inaperçu, mais Align Content est utilisable sur n'importe quel mode de positionnement. Genre en display block, genre en display inline block, genre ce que vous voulez. Et ça, c'est une petite révolution, parce que ça veut dire que je peux centrer verticalement en CSS en disant Align Content Center. Est-ce que c'est pas un truc de foufou, ça? Et les gens ne savent pas. Et pire que tout, ça marche sur tous les navigateurs. Récents, évidemment. C'est incroyable. On n'a plus forcément besoin de Flexbox ou de grid layout pour centrer verticalement. Alors, qui a déjà entendu parler de maçonnerie ici? Maçonnerie en web, je parle. Ok, pas tant que ça. C'est un truc qui existe depuis 2009. Et ça permet de faire des affichages, des positionnements en gris, mais avec des tuiles genre à la Pinterest, genre qui s'adaptent verticalement, quelle que soit la hauteur. Et en fait, c'est pour l'instant quelque chose qui n'existait pas nativement en CSS. On passait historiquement par une librairie JavaScript qui est magnifique, à vrai dire, c'est le site web. Il n'y avait pas de vrai équivalent en CSS. C'est arrivé en CSS. On peut faire ça maintenant en CSS. Donc, ça, c'est la version grid tout court. On voit qu'on a des rangées qui sont très, très différentes et on change la propriété. La valeur s'appelle grid lanes. Et grid lanes permet de réafficher. Alors, vous avez vu, l'ordre n'est pas forcément toujours le même. Les éléments vont se mettre là où il y a de la place, en gros. Donc, il faut accepter que l'ordre puisse être différent de l'ordre du DOM, qui peut poser des problèmes d'accessibilité, évidemment. Mais il y a des mécanismes qui permettent de dire au navigateur dans quel sens ça se lit, est-ce que c'est horizontal, est-ce que c'est vertical, etc. etc. Je ne sais pas si c'est encore utile parce que je ne suis pas sûr que tout le monde maintenant utilise ce genre de choses ou ait envie d'utiliser ce genre de choses, mais pendant des décennies, pendant au moins une décennie, on en voulait partout. Et maintenant qu'on l'a, on verra. En tout cas, ça existe. C'est pas super compatible. Pour le coup, petite surprise, il y a un seul navigateur et c'est pas celui que vous croyez. C'est Safari qui a implémenté ça en premier. Mais c'est en flag, je ne sais pas quel est le vrai terme. En fait, c'est en travaux, en brouillon sur tous les autres navigateurs. Il suffit d'activer un flag personnellement chez vous pour que ça fonctionne. Donc ça veut dire qu'ils travaillent dessus et que ça va sortir très très rapidement un peu partout. Et quand je dis partout, c'est et Chromium et Firefox. Ok, j'en ai encore. Est-ce que encore positioning, ça vous parle? Un peu, certains, ok. Tout le monde connaît les positions absolutes. Ça marche toujours comme on veut. Ça se positionne toujours par rapport à ce qu'on veut. Évidemment. Encore positioning, c'est encore un niveau au-dessus. On va pouvoir placer n'importe quel élément par rapport à n'importe quel autre élément. Pas forcément dans la même branche, n'importe où dans le DOM par rapport à n'importe où dans le DOM. Ça, c'est incroyable. Concrètement, vous dites à n'importe quel élément qui devient une référence d'encre avec un nom que vous lui donnez arbitrairement. Ici, il s'appelle -- encore, parce qu'on n'est pas original.
et vous dites à n'importe quel autre élément, n'importe où ailleurs, qui va se positionner en absolute par rapport à cette encre, quel que soit l'endroit où il se trouve. Et après, vous avez plein de mécanismes pour le placer par rapport à cette encre. Ça peut être du top right, bottom left, ça peut être du position area, etc. On ne dirait pas comme ça, mais c'est incroyable. Démonstration. Donc encore, c'est le truc au milieu qui a une encre dessus. Ah bah, faut que je lance la démo, du coup. Et je vais écrire des trucs. Donc, je vais mettre ma target en position absolue. Pour l'instant, elle va s'afficher. Bah, elle ne bouge pas, parce que je ne lui donne pas de coordonnées. En top 0, elle va se placer évidemment pas du tout là où vous voulez. En left 0 aussi. Et je vais faire le lien avec mon encre ici. Avec un encore name. Et je vais l'associer ici avec un position encore de la valeur de mon name. Et paf, c'est fini. Ou presque. Et paf, je lui indique de se placer par rapport à cette encre. Donc par rapport à mon encre, je veux que tu sois en top. Et par rapport à mon encre, ta valeur de left sera à droite de l'encre. Et en plus, ça marche. Et position area va vous permettre justement d'éviter d'écrire des top encore machin partout. Vous dites tout simplement, je veux être en top right, en top left, en bottom right de mon encre. C'est quand même vachement plus simple. Est-ce qu'on peut faire des trucs aussi jolis que ça et aussi stylés que ça? Évidemment. Parce que l'idée, c'est que, très rapidement, ma petite bordure, elle est placée en position absolute sur le parent de la navigation. Et ensuite, chaque lien qui est survolé va changer la référence de l'encre. Et le fait de pouvoir changer la référence de l'encre, on peut faire une animation sur la position de ma bordure. Donc elle va pouvoir s'animer d'une encre à une autre. Et ça, c'est cool. Autre exemple, un slider qui pour l'instant n'est pas placé selon l'encre. Et je vais pouvoir positionner la valeur, mon output, par rapport à mon slider. Non, c'est pas vrai. Autre exemple, des galeries d'images avec des photos de chats. Les possibilités sont vraiment incroyables, je vous assure. C'est vraiment mon chat. Lequel? Chapitre suivant, il va falloir que j'aille plus vite. Dans le chapitre suivant, je vous propose de découvrir Scroll State, qui est, comme son nom l'indique, un indicateur de l'état de scroll d'un conteneur. Est-ce que le conteneur peut avoir... Est-ce qu'il peut scroller? Est-ce qu'on peut scroller dedans, déjà, tout simplement? Est-ce qu'on peut scroller vers le haut? Est-ce qu'on peut scroller vers le bas? Est-ce que je suis en train de scroller? Etc. etc. Ça détecte cet état-là. Et je peux par exemple l'appliquer sur HTML en disant container type scroll state. Et ensuite, je vais me servir d'un container query, comme des media query, pour détecter est-ce que mon container est scrollable vers le haut, par exemple. S'il est scrollable vers le haut, ça veut dire que j'ai déjà commencé à scroller dedans. J'ai déjà commencé à parcourir la page. Et si j'ai commencé à parcourir la page, je peux... par exemple, sur un élément qui s'appelle scroll to top, faire apparaître un scroll to top. Démonstration, comme ça. Ce scroll to top, il apparaît que quand
HTML a commencé à être scrollable vers le haut. C'est pas encore compatible partout, mais ça arrive. Donc au-delà de la simple... Ah non, il y a encore d'autres trucs. On peut faire des scroll indicators, par exemple. Donc les trucs à droite et à gauche qui apparaissent, ça va apparaître selon que je suis scrollable vers la droite ou scrollable vers la gauche. Et l'élément va tout simplement passer d'une opacité 0 à une opacité 1. Un autre truc cool, des headers qui apparaissent et qui disparaissent quand on n'en a plus besoin. En pur CSS, c'est fait en quelques lignes maintenant, puisqu'on peut détecter si je suis en train de scroller vers le bas ou si je suis en train de scroller vers le haut. Au-delà de connaître l'état de scroll, on va pouvoir aussi gérer des animations au scroll, les animations au scroll qu'on appelle scroll-driven animations. C'est une valeur view de animation timeline. L'idée ici, c'est que mon image va déclencher l'animation qui s'appelle scale up quand elle parcourt la page. Donc quand elle commence à être visible, l'animation débute à 0, et quand elle est à la fin de la page du scroll, l'animation est à 100%. L'animation, elle va être très très simple, c'est une keyframes qui commence à 0 pour scale et qui termine à 1 pour scale. Et concrètement, ça nous donne un truc comme ça. Là aussi, c'est très très simpliste, mais on peut faire pas mal de choses avec ça. Ça fonctionne partout, sauf sur Firefox actuellement. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire des navigations qui disparaissent, plus ou moins selon qu'on ait commencé à scroller. On peut faire des headers qui s'adaptent avec animation selon qu'on scrolle ou pas. On peut faire c'est le design system de France Travail. Quelqu'un a quelque chose à redire? J'ai travaillé 2 ans dessus. Vraiment. Et le petit truc là, c'est moi qui l'ai fait. Entre autres. Donc la petite barre de séparation qui permet de mieux visualiser les 2 zones quand on a commencé à scroller. On peut la déclencher quand on commence à scroller justement. D'autres choses, des choses comme ça, pareil, qui sont liées à la zone de scroll. Et d'autres types de choses, quand des sections entières apparaissent dans la page, on peut les associer à la navigation, ici à droite, et avoir un point de repère dans la navigation. Tout ça uniquement avec les scroll-driven animations. Alors, tout va bien? Ok. D'après vous, quelle couleur en CSS parmi celles-ci est la plus sombre entre Grey, Dark Grey, Light Grey, Earl Grey, Grey's Anatomy et 50 Shades of Grey? Attention, il y a des pièges. Il y en a qui ne sont pas des vraies couleurs. Eh bien, figurez-vous que contre toute attente, la couleur la plus sombre, c'est Grey. Grey est plus sombre que Light Grey. Et que Dark Grey surtout. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi. Quelle propriété existe vraiment dans Flexbox? Vous l'avez repéré? C'est bien FlexWrap, bien joué. Est-ce que point d'exclamation importante, ça veut dire que c'est important ou que c'est pas important?
C'est... En vrai, c'est pas facile. Hein. Alors oui, c'est important, et c'est un piège. Hein. Pour le coup, précision, le W3C lui-même a reconnu que c'était une connerie. C'est marqué dans son wiki officiel de mistakes. Bah oui, effectivement, point d'exclamation, ça veut plutôt dire l'inverse en général, ou plutôt la négation. Donc, il regrette, mais bon, c'est la vie. Quelle est la valeur maximale théorique de la propriété Z-index? Vous avez tous essayé Non, c'est plus de 2 milliards. Je crois que c'est la valeur d'un... Je crois que c'est la valeur d'un integer, c'est 2 puissance 32, un truc comme ça, plus ou moins. Un truc comme ça. Et que trouve-t-on sur la page d'accueil du tout premier site web? C'est pas une photo de chat, c'est une liste de liens, effectivement. Que voici la première page web du monde. Et enfin, quelle est la particularité de la couleur Rebecca Purple? Alors, elle existe. C'est à la fois un hommage à une personne réelle et c'est la couleur de fond du logo officiel de CSS. Je vous laisserai vous renseigner pour la petite histoire de Rebecca Purple. C'est la toute dernière couleur nommée de CSS. Et figurez-vous qu'il me reste encore une partie. Mais tout va bien se passer. C'est la partie fourre-tout, où je ne savais pas quoi faire, donc j'ai mis un peu ce que je savais, qui me restait sous le bras. En l'occurrence, pretty et balance, qui sont des valeurs de la propriété TextWrap. TextWrap balance, ça permet de répartir équitablement du contenu entre les différentes lignes. Là, en l'occurrence, le texte ici est lui-même en texte balance, donc c'est réparti comme il peut. Hein. Et à côté, on a, enfin à côté plutôt en dessous pour le coup, on a pretty qui, en gros, est mieux. Démerdez-vous. Non. C'est à peu près reconnu partout et c'est à peu près reconnu sur Firefox, sauf pretty. Qu'est-ce qu'on peut faire de ça? On peut faire des super titres qui sont mieux affichés. En haut, vous avez la version sans TextWrap Balance. En bas, vous avez la version avec TextWrap Balance. Donc ça marche maintenant partout sur tous les navigateurs, même Firefox. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez corriger des trucs parce que les gens, ça les fait chier de mettre des espaces insécables ou des demi-espaces insécables avant les points d'interrogation. Donc ça passe à la ligne et donc c'est moche. Grâce à TextWrap Pretty, ça vous auto-corrige certains glitches comme ça. Parce que, je vous dis, c'est mieux. Autre exemple, qui n'est pas forcément issu de chez Elsa Création, mais pour le coup, si. Un pauvre point d'interrogation qui se retrouve à la ligne va être corrigé grâce à un TextWrap Pretty. Alors, c'est quand même mieux de mettre des espaces insécables, hein, mais bon. Contrast Color. Contrast Color, ça date de quelques mois. Et c'est relativement intéressant dans la mesure où ça va vous renvoyer une couleur noire ou blanche, selon la couleur soit de texte, soit de background. Ça va vous trouver l'équivalent accessible, noir ou blanc, en suivant les specs WCAG AA, donc RG2A aussi, contraste de 4.5. Alors attention, les specs disent elles-mêmes, faites gaffe, parce qu'il y a des couleurs où il n'y a juste pas de possibilité d'avoir du noir ou du blanc qui est accessible dessus. Donc ça fait ce qu'il faut, ça trouve la correspondance en termes de contraste quand elle est possible, mais quand elle n'est pas possible, il n'y en a pas.
Exemple, bah ici, la couleur de texte est en contrast color par rapport à la couleur de fond. Donc, je change la couleur de fond dynamiquement et la couleur de texte va passer soit de noir, soit du blanc. C'est quand même vachement pratique, hein. Et surtout, ça marche partout. C'est un truc très 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 récent et qui a été adopté immédiatement par les navigateurs. Le dernier, AdScope. AdScope qui permet d'isoler des styles dans un élément du DOM. C'est exactement ce qu'on fait actuellement avec du React, du Angular, du Vue.js. Quand on a des styles scopés, tout ce qui se trouve ici dans mon scope card ne va pas sortir de mon scope card. Donc là, je vais cibler mon élément H2, il sera couleur hot pink, mais aucun autre H2 de la page sera de couleur hot pink. Donc tout ce qui est dans un scope reste dans le scope. C'est reconnu sur tous les navigateurs. Nous, on l'utilise maintenant partout. Et principalement parce que ça va nous permettre d'arrêter de nous emmerder avec des conventions de nommage à la con. Et que tous nos titres, on va les appeler title, tous nos médias, on va les appeler médias. Bah, j'exagère évidemment, mais c'est globalement ça l'idée. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà utilisé du BEM, hein, ou a connu. Bah, c'est plus nécessaire pour le coup. Et voilà, alors j'ai une citation, je ne suis pas tout à fait sûr de l'origine, donc à prendre avec des pincettes. C'est censé résumer toutes les saisons de CSS. Et voilà, c'est fini.